Bonjour, bienvenue à ce troisième volet qui porte sur le marché. En fait, aujourd'hui, les deux agences économiques que nous avons vues précédemment se retrouveront au sein de notre modèle pour bien comprendre la dynamique du marché. Les objectifs de la rencontre correspondent aux suivants. Distinguer les différentes structures de marché, puisque notre modèle est basé sur des situations, des conditions de concurrence pure et parfaite qui sont plutôt théoriques que pratiques. Or, on sait que dans la réalité, il y a des conditions qui ne correspondent pas toujours parfaitement à ces caractéristiques tant recherchées. On aura d'autres situations qu'on devra également analyser ou du moins nuancer par rapport à notre modèle. Expliquer les pouvoirs et contraintes respectifs des différents agents économiques, les consommateurs et les entreprises ici, en l'occurrence, dépendamment du degré de concurrence, dépendamment des diverses structures de marché nommées plus haut. Représenter graphiquement l'offre et la demande sur le marché. Identifier la situation d'équilibre, puisqu'il y aura une situation d'équilibre, alors que, par ailleurs, il y aurait des situations de déséquilibre. Et le cas échéant, proposer des solutions pour retrouver l'équilibre. Alors, voilà le but, les objectifs de la rencontre d'aujourd'hui qui porte sur le marché. Tout d'abord, on va définir le marché. Lieu de rencontre entre les consommateurs et les entreprises qui rend possible la réalisation d'échanges. La définition peut vous paraître simpliste, lieu de rencontre entre l'offre et la demande, oui, il va sans dire. Toutefois, elle est quand même globalement, je vous dirais, très représentative de la situation à l'ère du 21e siècle, c'est-à-dire un lieu qui peut être physique et bien sûr, on peut toujours se rendre chez un commerçant où il y aura rencontre entre le consommateur et les fournisseurs de biens et services, bien que cette rencontre-là puisse se faire sous d'autres formes de nos jours, notamment par les achats via Internet, etc., bien que les échanges seraient ou seront bel et bien réels, le contexte de rencontre entre les consommateurs et les producteurs est plutôt vaste. C'est la raison pour laquelle notre définition ne peut pas être plus précise que celle qui est mentionnée. Alors, pour que le marché fonctionne bien, pour rendre service à la population, le modèle qui peut améliorer le niveau de vie de la population, celui qu'on a décrit par le capitalisme notamment, est conditionnel à certaines caractéristiques très précises, très recherchées. Sinon, les vertus qu'on identifie du capitalisme et du fonctionnement du marché perdent un peu de leur vertu. Alors, c'est ce qu'on va identifier, vous et moi, d'abord. Donc, on verra qu'il y a il y a quatre différentes structures de marché, quatre niveaux, en quelque sorte, de concurrence. Alors, on va y aller avec le modèle tant recherché, c'est-à-dire la concurrence pure et parfaite. Concurrence vive qui a les caractéristiques suivantes. C'est-à-dire, d'abord, pour qu'il y ait concurrence, il va sans dire que le marché doit être desservi par de nombreux vendeurs. C'est la caractéristique numéro un, bien sûr. De nombreux consommateurs, il va sans dire. Un produit homogène, c'est-à-dire un produit de qualité semblable. C'est une simplification du modèle, de la réalité, vous me direz. Donc, mais disons qu'un produit qui répond aux mêmes besoins. Une information parfaite, puisqu'on a identifié que le comportement des consommateurs était déterminé, guidé par la recherche du meilleur rapport qualité-prix. Encore faut-il que le consommateur ait de l'information sur la qualité du produit, de même que sur son prix. C'est ce qu'on entend par information parfaite ou transparence du marché, une qualité d'information. Et à ce titre, on doit admettre qu'à l'ère actuelle, l'information, elle est des plus transparentes, abondantes, accessibles. Les consommateurs, vous comprendrez, ont généralement accès à de l'information de qualité, ce qui leur permet de prendre des décisions de manière plus éclairée, mieux informée. Est-ce que ce scénario-là est un scénario commun? Malheureusement, les économistes vous diront qu'il est trop peu commun. Toutefois, est-ce qu'il existe? Oui, bel et bien. Des exemples.
L'industrie du déneigement, donc on aura remarqué au cours des dernières années une multitude d'entreprises qui offrent ce service-là, qui est plutôt similaire, avouons-le, donc du déneigement. Donc, et il y a de nombreuses entreprises qui se sont introduites dans le marché. On peut parler d'une concurrence qui a des conditions, des caractéristiques qui ressemblent beaucoup à de la concurrence pure et parfaite, avec ses avantages, et évidemment, particulièrement, sur les consommateurs qui, eux, jouissent en quelque sorte de cette concurrence-là accrue. De même, on peut considérer que les salons de coiffure, on retrouve également, on observe des caractéristiques plutôt semblables, c'est-à-dire un nombre important d'entreprises qui offrent le service qui est des plus standards, qui est des plus semblables. On peut considérer ces deux marchés-là comme étant des exemples classiques de concurrence pure et parfaite. Un scénario, malheureusement, trop peu commun, trop peu fréquent dans la réalité économique. Ce qui veut dire que parfois, on s'éloigne de ces caractéristiques-là, tant recherchées. Je vous présente le pire des scénarios par rapport au scénario visé, la concurrence pure et parfaite. Donc, puisqu'il est question de degré de concurrence, le pire niveau, les pires conditions de marché seraient celles d'une situation où il n'y aurait aucune concurrence. Et dans quelles conditions, pour quelles raisons on se retrouverait dans une industrie où il n'y aurait pas de concurrence? C'est évidemment ce qu'on connaît sous le vocable là, de monopole. Donc, une seule entreprise présente dans une industrie, parfois pour des raisons tout à fait naturelles. Donc, il n'existe pas de produits substituts ou du moins des produits semblables sur ce marché. Ce qui fera en sorte, évidemment, que le producteur unique au produit unique sera en situation de force sur ce marché-là et pourrait offrir à la population des prix excessivement élevés qui ne correspondent pas, évidemment, aux conditions d'offre et de demande, donc un prix fixé par une entreprise seule. Donc, un exemple bien connu chez nous, c'est évidemment la production d'hydroélectricité. Donc, si on laissait la production d'hydroélectricité à l'entreprise privée, au simple jeu de l'offre et de la demande, pour des raisons évidentes, des raisons naturelles, il ne peut coexister plus d'une entreprise productrice d'hydroélectricité au Québec et nulle part ailleurs dans le monde par ailleurs. Ce qui veut dire qu'une entreprise privée dans ces conditions-là pourrait abuser de son pouvoir de force par rapport à la population. C'est dans ces conditions que la nationalisation est évidemment recommandée de la part des économistes. Donc, c'est ce qui explique que Hydro-Québec, chez nous, est une entreprise nationalisée. C'est une société d'État qui assure de livrer le produit à la population pour une contrainte évidente. La concurrence pure et parfaite est pratiquement impossible dans ces conditions-là. Donc, situation très similaire également. Donc, les routes. Donc, pour quelles raisons est-ce que généralement les routes pourraient se retrouver en situation de monopole et finalement, c'est l'État qui va en assurer le fonctionnement, la distribution, la tarification, etc., pour des raisons, encore une fois, évidentes de concurrence impraticable. Un exemple récent tout près de nous, c'est le pont qui relie l'île du Prince-Édouard à la Nouvelle-Écosse. C'est évidemment un pont unique. Et dans ces conditions, difficile d'espérer qu'il y ait un deuxième, un troisième ou une quatrième voie qui pourrait lier ces deux provinces. C'est la raison pour laquelle une production, donc un service de ce type, sera à la charge de l'État, puisque la concurrence est de toute évidence, pour des raisons naturelles, impraticable. Tout ça étant dit, ça ne signifie pas pour autant qu'il y ait des monopoles qui soient plutôt artificielle ou le fruit d'une concurrence un peu déloyale, mais généralement, les monopoles s'expliquent par des raisons naturelles et l'État se chargera alors d'offrir le produit ou le service pour le bénéfice de la population. Situation un peu plus commune. Des oligopoles. Qu'est-ce qu'on entend par des oligopoles? Généralement, des entreprises de grande taille, un petit nombre, quelques entreprises de grande taille. Alors, vous comprendrez que la concurrence sera plus ou moins vive pour des raisons évidentes. La quantité de producteurs, d'entreprises est trop faible, s'avère trop faible. Donc, quelques entreprises de grande taille, peu d'entreprises, j'insiste,
Un produit pour lequel, généralement, il n'existe pas de substitut comparable. Donc, ces quelques entreprises-là ont un produit plutôt rare. Et ces entreprises, dans ce contexte, vont contrôler les prix et on comprendra qu'ils n'ont aucun intérêt à se concurrencer entre elles. Donc, d'où le principe d'oligopole. Et ultimement, on pourrait dire à la limite que des oligopoles vont se comporter ultimement de la même manière qu'un oligopole, puisqu'elles n'ont pas intérêt à se concurrencer, ayant un produit plutôt rare. Donc, et l'exemple classique, je vous entends réfléchir, donc, sur ces conditions de marché non désirables, là, il va sans dire, les stations-service. Donc, le marché de l'essence est un marché, évidemment, d'oligopole qu'on connaît très bien. Donc, vous voyez apparaître à l'écran, évidemment, et on voit que le prix des produits est tout à fait similaire d'une station-service à l'autre. Et force est de constater que rien ne les avantagerait à se concurrencer au niveau du prix et le produit est tout à fait homogène, tout à fait semblable. Dans ces conditions, ces entreprises vont plutôt, je dirais, jouer de manière stratégique, hein, donc sans qu'il y ait vraiment là, de consortium ou de concertation. Donc, elles vont quand même implicitement, disons, ou indirectement, s'entendre en quelque sorte sur les prix. Okay? Alors, et le contraire serait des plus étonnants, considérant la nature et la rareté de leurs produits. Malheureusement. Est-ce que ces situations-là se produisent régulièrement, situations d'oligopole? Quand même un peu plus fréquemment que des conditions de monopole, quoique peu rares. D'autres exemples qui seraient très semblables, le système bancaire. Donc, les institutions financières, vous l'aurez compris, très peu d'entreprises offrent ce produit-là, se retrouvent dans des situations d'oligopole bien connues. Okay? Alors, quand même des situations exceptionnelles, disons-le, mais à tout le moins indésirables, il va sans dire. En terminant, des conditions de marché qu'on retrouve plus fréquemment. Okay? Dès le départ, quand on analyse le marché de concurrence pure et parfaite, on fait la prémisse que les produits sont de qualité semblable, on parle de produits homogènes. Or, on le sait très bien, dans l'activité économique, il y a des produits de diverses gammes, de diverses qualités qui justifient des prix tout à fait différents. Donc, dans ces conditions-là, on parle alors de concurrence monopolistique qui se caractérise par les conditions suivantes. De nombreux vendeurs, avec en évidence, disons-le ainsi, quelques grands producteurs qui sont en concurrence contre de nombreux petits. Un exemple classique, c'est l'industrie de la restauration, l'industrie vestimentaire également. Il y a de gros joueurs dans cette industrie qui sont confrontés tout de même à une concurrence des plus vives par de plus petits joueurs. Donc, alors on parle de concurrence monopolistique dans ces conditions. Les nombreux consommateurs sont toujours présents. On peut ajouter à cela, un peu comme je le disais d'entrée de jeu, que les produits peuvent être de diverses qualités. Donc, on peut dire que le produit est plus ou moins différencié. Du moins, le consommateur perçoit un niveau de qualité différent, à tort ou à raison. J'insiste, donc, il est possible que le produit soit de meilleure qualité, ce qui justifie tout à fait un prix plus élevé. Mais néanmoins, à travers le marketing, à travers la publicité, certaines entreprises vont réussir à convaincre les consommateurs que leur produit est de meilleure qualité, ce qui justifie un prix plus élevé. Parfois, avec raison, mais parfois de manière plutôt, même on pourrait dire à la limite, mensonger, parce que le consommateur perçoit une différence au niveau de la qualité, alors qu'il serait tout à fait possible que ce ne soit pas le cas. On parlait de la question des goûts dans une chronique précédente. Alors, pour le consommateur, certains consommateurs pourraient être d'avis que l'eau embouteillée est de meilleure qualité que l'eau municipale. Et ça pourrait être le fruit d'une publicité de la part des producteurs d'eau embouteillée, bien sûr, qui auraient, par la bande, réussi à convaincre certains consommateurs que l'eau embouteillée est de meilleure qualité. Dans ce cas-ci, ce qui est plus ou moins fondé selon les experts diététistes
Alors, vous voyez l'importance, l'influence du marketing ici, et même sur l'enrobage d'un produit. Certains consommateurs pourraient être prêts à payer davantage pour un produit en raison du contenant. Pas nécessairement la qualité du contenu, mais bien la façon dont le produit est livré au consommateur. Je vous parlais donc d'un classique à ce titre, l'industrie de la restauration. Vous voyez dans les aires de restauration, dans les centres d'achat, une multitude de restaurants donc, qui offrent des produits de diverses qualités, même parfois tout à fait semblables, avec de gros joueurs, donc des multinationales, pour ne pas nommer McDo, par exemple, qui est en concurrence avec des producteurs locaux de moindre envergure. Donc, ça mène à une industrie qui est des plus dynamiques, il va sans dire, où le marketing est excessivement important. Donc, l'industrie alimentaire, donc même au sein d'une même industrie, donc d'un produit tout à fait similaire comme les pizzerias, on va, par la publicité, par le marketing, tenter d'influencer le consommateur sur la qualité, sur les bienfaits de notre produit, sur la notoriété, etc. Alors, l'industrie de la restauration est un exemple éloquent de concurrence monopolistique. En terminant, on se remet en contexte de concurrence pure et parfaite. On avait vu dans des chroniques précédentes le comportement des consommateurs représenté par la demande. Subséquemment, on avait vu le comportement des entreprises via l'offre. Et aujourd'hui, on met les deux agents économiques ensemble pour produire une situation de marché où les deux acteurs sont présents, vous l'aurez compris. Et ce qui se produira alors, on aura un équilibre de marché, c'est-à-dire que l'offre, en quelque sorte, croisera à un endroit très précis la demande. Donc, ce qui va déterminer la situation d'équilibre, situation où on dira alors que la quantité offerte égale la quantité demandée, et à cette quantité d'équilibre-là très précise, c'est-à-dire une seule situation, un seul endroit au sein de notre modèle qui nous indique ce point d'équilibre, correspond à un prix d'équilibre. Alors voilà la situation du marché en équilibre. Vous l'aurez compris, le marché n'est pas toujours en équilibre, ce qui peut se produire dans un premier temps. Donc, il y a deux possibilités de déséquilibre. Dans un premier temps, on peut penser que des entreprises auraient présenté un prix pour leurs produits supérieur, disons, au prix du marché. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler l'erreur qui occasionne des surplus. Alors, dans ces conditions, lorsque le prix d'un marché est inférieur au prix proposé par les entreprises, alors les consommateurs, évidemment, sont en quelque sorte un peu moins intéressés. Ça mène à une situation de surplus. C'est ce que vous voyez qui vient d'apparaître à l'écran. C'est la situation, par exemple, avec les données qu'on a sous les yeux, qui se produit au-delà du prix d'équilibre. On parle de situation de surplus dans ces conditions-là, puisque le prix est supérieur au prix du marché. Et la seule et unique solution dans ces conditions, évidemment, ce sont des baisses de prix. Alors, c'est une situation qui va se produire à moyen terme, donc de manière quasi automatique. Les entreprises n'auront d'autres possibilités pour diminuer leurs inventaires, de diminuer les prix. Alors, notamment via des soldes, etc. L'autre erreur possible de la part des entreprises serait de fixer un prix inférieur au prix du marché. Dans ces conditions, on se retrouverait dans une situation dite de pénurie, c'est-à-dire que l'intérêt des consommateurs à ce prix proposé excède la quantité offerte de la part des entreprises. Alors, dans ce contexte, la quantité offerte est inférieure à la quantité demandée. On parle évidemment de pénurie ainsi. Et la seule solution technique à une pénurie temporaire, évidemment, c'est de hausser les prix. Et c'est ce que feront les entreprises dans ces conditions. Alors, on n'a qu'à penser au prix d'un spectacle rock, par exemple, très en demande. Alors, les quelques 20 milliers de spectateurs qui auraient pu avoir accès au prix proposé par le producteur de spectacle, si l'intérêt est plus grand que le producteur de spectacle avait estimé à la base, ceux qui ont réussi à mettre la main sur les billets de spectacle au prix proposé vont probablement revendre le prix des billets, ou certains iront jusqu'à même
vendre le produit sur un marché illégal dans ces conditions-là pour obtenir un prix qui se rapproche davantage du prix réel, si on veut, qui représente la valeur réelle du produit, correspondant en quelque sorte à l'intérêt des consommateurs pour le produit en question. Ça complète le segment, le volet qui portait sur le marché et notre modèle spécifique d'offres et de la demande. Alors, je vous remercie de votre intérêt et je vous invite à des chroniques futures.